Bonjour Jérôme Kerviel. Bonjour. En janvier 2008, votre visage est apparu sur les écrans du monde entier. Vous avez été accusé donc par la Société Générale d'avoir fait perdre près de 4 milliards d'euros à cette banque. C'était l'affaire Kerviel. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Donc ça fait effectivement plus de 8 ans d'un combat judiciaire qui laisse forcément des traces, mais qui enrichissait énormément par ailleurs. Et je recommence, voilà, j'ai fini ma peine de prison depuis le mois de septembre. Et je recommence à reprendre une vie qui s'apparente à quelque chose d'une vie normale. Oui, vous écrivez un livre qui s'intitule « J'aurais pu passer à côté de ma vie ». Pourquoi? Alors, ces 8 années de combat judiciaire et d'expérience du monde de la police, de la justice, m'ont aussi permis de faire d'énormes rencontres. C'est aussi une phase de prise de conscience sur l'ancien métier que j'exerçais, trader. Et je me suis rendu compte que finalement, malgré toutes les épreuves, malgré tout ce qui a pu se passer, malgré les douloureux événements qui ont eu lieu, je suis plus heureux aujourd'hui que je ne le serais si j'étais encore aujourd'hui pendant 15 heures devant un écran d'ordinateur à faire de la spéculation. Et toutes les rencontres que j'ai pu avoir au cours de ces dernières années m'ont tellement rempli, tellement apporté que finalement c'est un message d'espoir et positif Oui. que Vous j'en vous êtes retiens. dit quoi? C'était pas la vraie vie? Je Non, passais à côté de ma vie? C'était pas la vraie vie parce que je passais plus de 15 heures par jour devant un écran d'ordinateur à faire de la spéculation, à essayer de gagner de l'argent avec de l'argent, au détriment de certaines sociétés, au détriment de certaines monnaies. J'ai à peu près spéculé sur tout ce qui peut exister sur la pleine finance, sur les matières premières, sur les taux d'intérêt ou autres. Et voilà, et effectivement, j'étais dans ce monde virtuel, dématérialisé, et cette affaire, quand elle a éclaté, j'étais à 10 milieux d'imaginer qu'elle allait me remettre dans le monde réel et me recentrer sur qui je suis aujourd'hui. Oui. Vous aviez donc été accusé par la Société Générale d'avoir fait perdre presque 5 milliards. Après avoir fait gagner 1,5 milliard l'année d'avant, vous aviez engagé pour 50 milliards de positions. On est dans des chiffres astronomiques. Vous étiez devenu fou, le monde était fou. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand on parle de 50 milliards d'euros, la banque n'a jamais déboursé 50 milliards d'euros et n'aurait jamais pu perdre 50 milliards d'euros. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important de préciser, parce que dans l'esprit des gens, on peut imaginer que les 50 milliards d'euros auraient pu partir en fumée, ce qui n'est absolument pas le cas. Maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, j'étais parti dans une spirale de toujours plus de gains pour mon employeur. Pour vous donner un ordre d'idée, en 3 ans, mes objectifs financiers fixés par mes supérieurs hiérarchiques ont augmenté de 1700%. Donc voilà, en fait, mes supérieurs me donnaient des objectifs toujours plus importants. Et donc, du coup, c'était la course au profit pour le compte de mon employeur. Et effectivement, ça m'a fait perdre pied parce que ça marchait. Et tant que ça marchait, mes supérieurs m'encourageaient et me donnaient des objectifs toujours plus importants. Et moi, je courais après le profit pour la banque. Oui, et un jour, on vous appelle et on vous traite, le président de la banque à l'époque vous traite d'escroc, de voleur, de terroriste. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est des mots qui sont ultra violents et qui m'ont blessé, qui continuent de me blesser aujourd'hui. Et effectivement, escroc et voleur, non, parce que, et c'est prouvé dans le dossier, je n'ai jamais été mis en examen ni condamné pour enrichissement personnel. Je n'ai pas pris un seul centime dans cette affaire. Les seules personnes qui ont bénéficié de mes agissements pendant ces années, c'est la banque et uniquement la banque, et mes supérieurs via les rémunérations qui pouvaient s'octroyer sur les résultats que je dégageais. Et terroriste, terroriste, c'était un mot qui a été dont on m'a affublé, dont le président de la banque m'a affublé à l'époque. Et ça, en fait, ça coïncidait avec un storytelling, j'imagine, qui allait très bien, car on avait trouvé un Coran chez moi. Il se trouve que ma compagne de l'époque était musulmane, il y avait donc des Corans chez moi, et donc ils ont fait ce rapport-là qui était complètement odieux. Vous vous êtes battu pendant toutes ces années. Vous dites, finalement, la banque a utilisé ma culpabilité pour obtenir une ristourne fiscale qui a dépassé le milliard. C'est un peu plus complexe que ça. C'est qu'effectivement, il y avait cette déclaration de perte le 24 janvier 2008 arrive dans le moment où il y avait la crise des subprimes qui arrivait, où toutes les banques faisaient énormément de pertes. Et je pense que ça a été un contre-feu, que j'ai été utilisé comme contre-feu pour pas qu'on parle des pertes sur les subprimes occasionnées par la banque. D'ailleurs, si vous me permettez une petite précision, sur les 5 milliards d'euros dont on parle, aujourd'hui, je n'ai pas la moindre expertise indépendante qui a eu lieu. Ça fait 8 ans que je demande aux différentes juridictions une expertise indépendante de cette perte. Et aujourd'hui, les 5 milliards ne sont validés que par les déclarations de la banque. Mais la banque a obtenu 2,2 milliards de ristournes. Et vous dites c'est grâce finalement à ce stratagème que vous avez utilisé. Pour moi, c'est ma culpabilité et mon unique culpabilité de là où je me trouve et le mobile.
Oui. le mobile pour eux, pour récupérer 2,2 milliards d'euros. Et vous demandez que de cet argent, vous publiques. dites, soit rendu aux contribuables. Oui, ça fait depuis 2013 que j'avais sollicité tous les députés et tous les sénateurs pour les alerter sur ce point, parce que cet argent n'était pas dû. Il y a une jurisprudence constante du Conseil d'État qui encadre bien les conditions dans lesquelles ça peut être déduit, et ça ne rentrait pas dans les clous. Donc j'ai sollicité tous les députés, tous les sénateurs sur ce sujet-là. Certains de gauche comme de droite nous ont rejoints et ont interpellé les différents ministres de l'économie, sans résultat. Oui. Et récemment, donc, suite à la décision de la Cour d'appel de Versailles, qui a fortement réduit ma responsabilité à 0,02%, le reste restant à la charge de la Société Générale, donc 99,98% à la charge de la Société Générale, il semblerait que Bercy ait décidé de récupérer ces 2,2 milliards d'euros. Donc je suis heureux d'avoir continué et de ne pas avoir baissé les bras pendant toutes ces années, parce que ça permet au moins de rentrer 2,2 milliards d'euros dans les caisses de l'État français Oui. aujourd'hui. Vous avez fait presque 6 mois de prison, d'avoir porté un bracelet électronique ensuite, Ouais. et puis vous allez marcher. C'est une sorte de parcours initiatique que vous racontez dans ce livre. Vous allez rencontrer le pape François. C'est une quête intérieure que vous allez mener finalement, Jérôme J'ai Kerviel. fait 10 000 lieues d'imaginer tout ce que que ce soit la rencontre avec le pape François ou cette marche allait m'apporter. J'étais dans une phase où j'étais désespéré. C'est très simple, c'est un vendredi soir, mon avocat m'appelle, il me dit de quoi tu as besoin. Je réponds d'un miracle et il me dit pourquoi tu n'écris pas au pape François. Au début, j'ai pris ça pas pour une blague, mais quelque chose qui était irréaliste. Et puis j'ai réfléchi dans le week-end et puis je me suis mis à écrire une lettre. Et puis le concours des circonstances fait qu'on a pu la lui transmettre. Et 15 jours après, j'étais à Rome, j'ai eu cette rencontre, on voit les images à côté. Ouais. Et cette rencontre m'a bouleversé, il m'a remis sur pied. Cette rencontre m'a vraiment, vraiment remis sur pied. Alors j'aime pas parler de crise mystique parce que c'est absolument pas ça. Voilà, il y a des rencontres dans une vie qui arrivent au bon moment et qui vous envoient les bonnes énergies. Et ça m'a sauvé. Moi, je sais que cette rencontre m'a sauvé. Et cette marche qui en a suivi par la suite a été totalement bénéfique et m'a totalement ouvert et déchargé de toutes ces années de guerre judiciaire. Oui, et en même temps, vous devenez très populaire. Finalement, vous êtes soutenu, la population, vous êtes le symbole finalement de cette finance folle et du combat d'un homme contre un système. Ouais, c'est bien malgré moi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce dossier qui a fait aussi l'homme que je suis aujourd'hui, qui m'a réveillé. Effectivement, il y a pas mal de choses que j'aurais jamais imaginé à l'époque faire, que ce soit la marche, la rencontre avec le pape. Effectivement, je pense que ça me serait jamais arrivé avant. Et c'est en cela que je suis heureux d'avoir vécu tous ces événements, parce que ça m'a enrichi de toutes ces émotions, de toutes ces expériences. Et effectivement, le symbole, je ne sais pas si le terme est adéquat, voilà, je suis surtout un témoin de la période finance, de la période spéculation. Qui alerte sur ce système fou, je reviens là-dessus. Qui témoigne. Qui en est le symbole. Qui en est le symbole parce que le plus visible. Mais oui. Quand François Hollande disait « mon ennemi, c'est la finance ouais, », c'est devenu votre ennemi aujourd'hui. Mon ennemi, c'est pas la finance, parce que j'ai envie d'espérer qu'il puisse y avoir une finance au service de l'humain. Et ça passe par une réglementation que, a priori, certains hommes politiques ne sont pas encore prêts à faire et à prendre à bras le corps ce sujet, parce que ce sont des bombes à retardement pour l'économie mondiale. On a vu la crise des subprimes. Quelles leçons ont été tirées de la crise des subprimes? Aucune. Il y a eu des mesurettes qui ont été faites, effectivement, il y a eu des accords de principe qui ont été donnés. Mais au final, rien n'est réglé. Et aujourd'hui, on voit de nouvelles techniques émerger qui sont bien pires que la crise des subprimes. Oui. Il y a un chapitre que vous intitulez « De Kerviel à Jérôme ». Ouais. Aujourd'hui, vous êtes Jérôme. Oui, parce qu'en fait, on a finalement... j'ai l'impression parfois que je ne m'appartiens plus. Tout à l'heure, vous parliez de symbole de la finance. Effectivement, il y a un moment où il y a un Kerviel médiatique créé depuis le 24 janvier 2008. Et qu'il y a un moment où j'ai besoin de me retrouver moi-même, et je me suis retrouvé au cours de ces années. Oui. Et effectivement, il y a un schéma qui se fait de Kerviel à Jérôme, et que je me retrouve aujourd'hui, et ça fait un bien fou. Oui, parce que vous dites que c'est dur d'être Kerviel. Ouais, c'est dans la rue, c'est de passer du jour au lendemain de l'anonymat à votre tête devant tous les médias français et étrangers. C'est quelque chose auquel personne n'est préparé, et ça a été très très violent. Et effectivement, aujourd'hui dans la rue, c'est pas toujours simple. C'est-à-dire que les messages que je reçois sont toujours des messages de sympathie, mais effectivement, cette notoriété mal acquise d'une certaine façon est un fardeau que je devrais porter toute ma vie. L'anonymat vous manque? Oui, complètement. C'est d'être épié ou quand vous allez dans un resto ou dans une terrasse d'un café, quand on vous reconnaît tous les 2 minutes. Alors les gens viennent vous saluer, c'est très sympa, ou quand il y a des gens qui écoutent leur conversation parce qu'ils nous ont reconnus, c'est un peu intrusif. Et voilà, ce calme et cet anonymat me manque un petit peu, ouais. Énormément. Merci. Même.
Merci Jérôme Kerviel. Avec Merci à vous. Richard Amalvi, j'aurais pu passer à côté de ma vie, votre livre témoignage assez bouleversant publié aux presses de la Renaissance. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation.